À bras-le-corps, un autre regard sur le handicap. Pour ce premier numéro de la saison, À bras-le-corps vous propose d'aller à la rencontre de 3 femmes qui travaillent toute l'année à améliorer la situation des enfants handicapés. Vous l'avez compris, il sera question de la rentrée scolaire avec Madame El Mamri, présidente de la Fédération algérienne des personnes handicapées et ancienne institutrice, Dr Oussedir, pédopsychiatre et Madame Hamada, directrice de l'école Tamani de l'association Alif. C'est mine de rien la 4e année d'À bras-le-corps et comme chaque année, comme chaque saison, eh bien c'est une tradition. J'ouvre et je commence avec celle qui représente toute une population, qui nous représente nous, personnes en situation de handicap, à savoir la présidente de la Fédération algérienne des personnes handicapées, Madame Atiqa El Mamri. Comment allez-vous? Ça va très bien, alhamdoulilah. On se maintient. Et il y a toujours de l'énergie pour se battre. Il faut se battre jusqu'au bout. Voilà, je vous demandais tout à l'heure d'où vous puisez toute cette énergie. Vous savez, c'est la responsabilité. Vous vous sentez responsable de toutes ces voix qui n'arrivent pas à l'opinion publique, mais que vous essayez de faire parvenir. Toutes ces personnes qui ont confiance en vous, parce que ce sont des sans-voix. Et cette énergie, je la puise dans cette énergie qu'ont les personnes handicapées, de s'en sortir, de trouver leur place, de trouver leur moment de bonheur. Malgré tous les aléas, ils se battent, ils ont de l'espoir, ils veulent vivre comme tout le monde. Et je puise mon énergie, de leur énergie à eux. Vivre comme tout le monde, le vivre ensemble, c'est un peu le mot d'ordre en fait de ce combat. Alors nous allons commencer avec la rentrée sociale, Madame El Mamri. Qu'est-ce qu'on peut dire en ce qui concerne cette rentrée sociale pour les personnes handicapées? Alors vous savez, en ce moment, puisque c'est la rentrée scolaire, et donc moi je trouve que les chefs d'établissement, le ministère de l'Éducation, tous les acteurs qui évoluent autour de la scolarisation des enfants sont beaucoup plus sensibilisés. Vous savez, quand on veut construire des dispositifs qui sont nouveaux, il faut pas dire, il faut pas avoir une vision négative en disant oui, il n'y a rien pour les enfants. C'est en construction. Tous les pays dans le monde se mettent en conformité avec la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées. Il faut se décomplexer. C'est des dispositifs qui n'existaient pas et qu'on ne pensait pas qu'ils pouvaient se mettre en place. Maintenant, il faut absolument que ces enfants, quel que soit le handicap, moi je ne veux pas qu'un enfant s'excuse d'être handicapé, mais nous le prenons en compte avec sa particularité dans des dispositifs qui sont prévus pour eux et dans la mesure du possible que cet enfant soit scolarisé parmi les autres enfants. Enfants d'ailleurs, on ne cherche que le bonheur d'où que l'on vienne. On est partout les mêmes, où que l'on soit, le cœur au même endroit. Je suis comme toi, t'es comme moi. Je me trouve cette fois-ci au niveau de l'établissement hospitalier spécialisé en maladies mentales, Mahfoud Boussepsi, afin de rencontrer le docteur Oussedir, qui est pédopsychiatre. Bonjour. La veste, Ça va, vous allez bien? en forme. Ça va, alhamdoulilah. On a 2 petites marches, ça va être compliqué, donc on peut... Mais s'il y a quelqu'un juste pour m'aider au niveau des 2 petites marches. Ah, on va trouver quelqu'un. D'accord, ok. Après c'est plein, il n'y a pas de Super, marche. bah alors j'arrive.
Je suis avec le docteur Ousdir, pédopsychiatre, et nous allons essayer de dresser un tableau de la situation de l'enfant en situation de handicap chez nous. Voilà, pas n'importe quel handicap, le handicap que vous essayez d'accompagner dans le cadre de votre profession. Oui, alors la première difficulté qu'ont les parents, c'est qu'ils ne comprennent pas ce qu'a leur enfant. Donc les parents ne sont pas des professionnels. Bon, ils font un enfant, ils vont commencer à arriver à l'avenir de cet enfant. Hein. Donc on fait un enfant, on commence à réfléchir à sa scolarité, à l'université, à plus tard. Et les parents, ils sont très vite confrontés au fait que leur enfant ne se développe pas de manière ordinaire. Et donc, ils ont besoin de savoir ce que c'est. Donc, la première difficulté, c'est qu'est-ce qu'un mon enfant? Pourquoi il ne se développe pas comme tous les autres? Qu'est-ce qui cloche? Est-ce que je suis responsable? Est-ce que j'ai fait quelque chose? Est-ce que c'est de ma faute qui se développe pas normalement? Ensuite, une fois que le diagnostic est posé, la deuxième difficulté, c'est de l'accepter. Parce que le mot autisme est des fois annoncé d'une manière assez brutale par certains professionnels. On n'explique pas aux parents qu'est-ce que ça veut dire, autisme. On n'explique pas les signes de l'autisme. Et donc, les parents sont de nouveau confrontés à quelque chose de violent. Ensuite, quand ils ont accepté le diagnostic, que faire ? Voilà, qu'est-ce qui se passe et comment évoluer avec mon enfant? Là aussi, troisième difficulté, troisième complication, les parents ont du mal à trouver des créneaux pour installer leur enfant. Et alors, tant que l'enfant est petit, on arrive plus ou moins à trouver des crèches ou des classes maternelles qui acceptent que l'enfant y soit inscrit. Le souci, c'est 5 ans, 6 ans. La scolarisation. On va parler maintenant de la scolarisation. Voilà, est-ce que c'est un sujet qui fâche ou pas? Voilà, qu'en est-il de cette scolarisation? On a parlé de classes intégrées, on a parlé donc de centres spécialisés. Où est-ce qu'on en est par rapport à tout cela? Alors, pour la scolarisation, moi, c'est un sujet qui me fâche beaucoup. Oui. Ça me fâche beaucoup parce que on n'a pas réfléchi, et je vais fâcher beaucoup de gens, on n'a pas réfléchi à comment intégrer ces enfants. Et donc l'idée est bonne, on a créé des classes, mais on a pris on a fait un peu du copier-coller de ce qui se passe à l'étranger, mais on n'a pas vu toutes les étapes qui ont été franchies à l'étranger. C'est-à-dire, on a même chez nos voisins à côté, il y a un travail qui a été en amont de rentrer les enfants à l'école. Envoyer un enfant autiste à l'école, c'est pas simplement l'inscrire, trouver des murs et le mettre en face d'un adulte qui va entre guillemets le prendre en charge. À mon sens, la première chose à faire, c'est le travail avec l'administration d'une école, c'est-à-dire le travail avec le directeur de l'établissement, les directeurs des établissements, les enseignants, les personnels de l'administration, les surveillants. Tout ce personnel-là doit savoir ce que c'est qu'un enfant autiste et la place qu'on doit lui donner et comment l'accueillir. Voilà, parce que n'ayant pas fait ça, dans certaines écoles, à commencer par le directeur ou par certains enseignants, ou par certains surveillants, ils agressent l'enfant autiste déjà. Voilà. Comment ? En disant à ses parents, mais il n'a rien à faire ici, je ne peux pas l'intégrer. Les adultes n'ayant pas accueilli l'enfant, n'ayant pas accepté, les autres enfants, ils vont calquer leur comportement sur celui des adultes. On a fait une fois une émission à la radio et il y a une dame qui disait, voilà, la directrice a été très sympathique et elle a accepté l'enfant, mais c'est la surveillante qui lui dit, espèce d'attardé à la récré. Vous imaginez ce qu'un enfant qui joue dans la récré et qui entend une surveillante dire à un enfant autiste espèce d'attardé, il va faire pire. Voilà. Et donc, n'ayant pas fait ce travail d'accueil, c'est ce que j'appelle moi le travail d'accueil, c'est-à-dire le travail avec toute l'administration, en leur expliquant avec des termes très simples, parce que c'est l'autisme, et en faisant de sorte à ce que l'administration, quand j'entends l'administration, c'est tout le personnel qui travaille dans une école, accepte et fasse la place à cet enfant. Après, c'est les parents. Les parents de tous les enfants dans une école, il y a 200 enfants. Il faut faire une réunion début d'année
comment on fait pour leur dire il faut acheter les livres, il faut voilà les programmes, il faut faire une réunion de 20 minutes en disant voilà, notre école, elle a le privilège, c'est un privilège d'accueillir un enfant avec des besoins spécifiques et donc ça va aider les enfants ordinaires à se développer, à devenir des êtres civiques, à accueillir la différence. Et en même temps, on rend service à un enfant qui est dans des besoins particuliers. Du coup, on ne fait pas ce travail-là. Et donc, les parents, ils entendent parler d'autisme. Mais qu'est-ce que c'est ? Il y a un autisme dans la classe de mon enfant. Mais c'est peut-être contagieux. Mon enfant, il va faire pareil. C'est quoi ? Il va le retarder dans sa classe. Il va le retarder dans son apprentissage. Et ce travail de sensibilisation n'étant pas été fait, encore une fois, c'est un deuxième rempart. C'est une deuxième difficulté à l'intégration des enfants. Et du coup, certains directeurs on fait de l'intégration scolaire, entre guillemets, mais ce n'est pas de l'intégration. On fait rentrer les enfants plus tard que les autres enfants. Pourquoi ? Parce que les parents ont réagi en disant non, nous, essentiellement dans certaines écoles privées, on paye l'école. Comment vous rentrez, vous admettez des enfants avec de l'autisme ? On n'est pas d'accord. On va retirer nos enfants. Donc pour ne pas que ces parents voient voilà cet enfant avec un besoin particulier, qui a peut-être quelques petits troubles du comportement, complètement intolérant aux difficultés de l'enfant, les directeurs ont été contraints de faire rentrer les enfants plus tard que les autres. C'est-à-dire, les premiers rentrent à 8h, les enfants autistes vont rentrer à 8h30. Ils ne vont pas avoir les mêmes récrés, ils ne vont pas partager les moments de réfectoire. Pour quelle intégration ? J'appelle pas ça de l'intégration. Ils les ont mis dans un ghetto. Voilà. La troisième ou quatrième difficulté, parce que maintenant il y en a beaucoup, c'est qu'on n'a pas formé le personnel, on ne les a pas préparés. On n'a pas préparé les personnels, les enseignants ou les éducateurs ou ce qu'on a voulu appeler les AVS, les auxiliaires de vie scolaire, on ne les a pas formés à prendre en charge ces enfants. Et donc du coup, c'était des enfants... C'est des enseignants ou des psychologues qui accueillent des enfants dans les structures et qui ne savent pas du tout comment il faut faire avec eux. Ils sont en difficulté. On leur met entre les mains une dizaine d'enfants. Entre autres, il y a un enfant autiste, il y a trois enfants autistes. Il y en a un qui est un peu sourd, l'autre qui a un handicap moteur, l'autre qui a un diabète et il n'arrive pas à suivre une scolarité normale. Mais du coup, il sait pas. Un autre, il a une difficulté intellectuelle, il a un retard mental. Et on lui balance je suis désolée du terme, mais on lui met entre les mains les ouvrages de première année. On lui dit voilà, les enfants ordinaires, ils font ça en une année. Avec ces enfants-là, il faut les faire sur 2 années. C'est juste pas possible. Voilà. Et donc, tout le monde est en difficulté. Les familles, la famille scolaire, la famille de l'enfant lui-même, tout le monde, les enseignants, tout le monde est en difficulté parce qu'on n'a pas fait le travail avant, juste avant. Je suis toujours avec Madame El Mamri, présidente de la Fédération algérienne des personnes handicapées. Je suis au siège de la fédération ici à Ben Aknoun, à Alger. Les classes intégrées, je voudrais en parler. Vous savez, les classes intégrées existent depuis à peu près 25 ans. On a commencé par les sourds. Et donc c'est une classe qui était pilote, je vous dis, ça fait 25 ans, au niveau de la cité Malki, qui avait mis en place cette classe dans une école ordinaire. Ce qui est nouveau depuis 2014, c'est que le ministère de la Solidarité nationale et le ministère de l'Éducation ont signé une convention pour l'ouverture de classes pour enfants autistes, ce qu'on appelle les classes intégrées. Mais comme toujours, on a mis la charrue avant les bœufs, mais ça ne fait rien. Au moins, on a pensé à mettre la charrue. Pourquoi je dis ça ? Parce que nos 2 ministres l'ont avoué elles-mêmes que l'encadrement de ces classes, qui demandent quand même un professionnalisme, allait être encadré par des enseignantes et qui relèvent du pré-emploi. Et donc, ils n'ont eu aucune formation. Comment voulez-vous encadrer des enfants qui sont dans une situation de handicap complexe, qui demandent des méthodes d'apprentissage, une pédagogie pointue, confiée à des enseignants qui n'ont aucune notion de ce qu'est un enfant autiste ou un enfant IMC. Mais les classes ont été, en 2014,
Ce qui est nouveau, c'est qu'il y a eu des classes pour enfants autistes. Ça ne fait rien. Des classes ont été mises en place. Maintenant, on va relever qu'est-ce qu'il faut pour que ces classes puissent réellement donner des résultats. Donc, il faut former des enseignants spécialisés, il faut former des auxiliaires de vie scolaire. Mais je vous dis que les classes intégrées, ce sont un ghetto dans l'école ordinaire. Parce que depuis 25 ans, moi, j'aimerais bien qu'on évalue combien d'enfants qui sont passés par la classe intégrée ont rejoint les classes ordinaires. Arrêtons un peu, soyons vraiment authentiques, parce que c'est des enfants qui peuvent évoluer, qui peuvent arriver à un niveau d'apprentissage selon leur rythme, selon leurs compétences, et nous avons le devoir de les amener à un niveau optimal d'éducation. Ce sont en fait des classes qui accueillent des enfants en situation de handicap, mais qui ne font que les accueillir. C'est-à-dire que le réceptacle est là, mais le contenu gagnerait à être un peu plus travaillé. Alors, les enfants sont accueillis dans ces classes intégrées, mais c'est une fin en soi. C'est-à-dire, vous y entrez, vous y sortez plus, sauf quand vous êtes trop grand. Et il n'y a pas un objectif de socialisation avec les autres enfants. C'est ce qu'on appelle l'école inclusive. C'est-à-dire que dans une même école, on doit avoir les enfants avec différentes situations qui permettent, de vivre ensemble, comme vous le dites, parce que la Convention vise à combattre les ghettos, les exclusions. Il n'est plus question de centres spécialisés dans la Convention, sauf quand le centre spécialisé devient une passerelle où on apprend à mieux écrire, où on apprend à se connaître mieux par rapport à son handicap. Et quand on est bien sûr qu'on est assez armé pour aller vivre et se scolariser avec d'autres enfants, je sors du centre spécialisé et je rejoins la vie normale dans laquelle vivent tous les enfants. Je n'ai pas, parce que j'ai un handicap, à vivre dans un monde d'exclus. Voilà le but idéal qu'on doit un peu s'assigner pour que tous les enfants puissent aller à l'école avec les autres enfants. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime, des messages pour les jours à venir. On écrit sur les murs à l'encre de nos veines, on dessine tout ce que l'on voudrait dire. On écrit sur les murs la force de nos rêves, nos espoirs en forme de graffiti. On écrit sur les murs pour que l'amour se lève, un beau jour sur le monde endormi, un beau jour sur le monde endormi. Alors, je suis toujours avec le docteur Ousdir, pédopsychiatre, et j'imagine que vous êtes aussi le réceptacle de toute cette détresse de parents qui viennent vous voir. Oui, parce qu'on a participé. Après, quand on nous a dit il y a des classes intégrées, on était tout contents, nous. Parce qu'enfin, il y avait une place pour les enfants. Donc, on a fait des certificats, on a fait même de l'accompagnement scolaire. Pour certains enfants, on les a accompagnés. On s'est porté garant pour certaines institutions pour qu'ils les acceptent dans certaines écoles, en donnant nos numéros de téléphone, en disant voilà, s'il y a du souci, on peut se déplacer. On a travaillé avec certaines écoles qui ont été vraiment des partenaires aussi. Après, on a été témoins directement de certaines choses vraiment bizarres, de certaines incohérences. Un exemple ? Oui, alors sans citer ni l'école ni les enseignants, on a été visiter un enfant qui était pris en charge chez nous et on allait le visiter dans sa classe intégrée. Chez vous, c'est au niveau de l'hôpital ? C'était à l'époque, j'étais encore dans le service de pédopsychiatrie, donc il était en hôpital de jour chez nous et puis on faisait de l'accompagnement, on allait voir un peu comment se passait l'intégration scolaire. Et du coup, on a été témoin de quelque chose de terrible parce que dans la classe, c'était une grande classe. Vous savez, dans nos écoles, elles sont très bien dotées de grandes classes avec de grandes baies vitrées, mais cette classe elle n'est
plus faite pour des enfants. On peut pas laisser 50 tables, 50 chaises et prendre un coin. Cette salle, elle est très bien pour les enfants autistes, mais il faut ôter tout le matériel des enfants ordinaires et il faut l'équiper pour recevoir ces enfants-là. Donc la salle était comme ça, était avec des tables et des chaises. Les enfants étaient dans un coin parqués avec les 2 éducatrices qui ne savaient vraiment pas quoi faire avec les enfants. Les enfants étaient tous agités. Elle avait une dizaine d'enfants qui tournaient dans tous les sens. Mais en plus de tout ça, ce qu'il y avait de complètement aberrant, c'est qu'il y avait un enfant ordinaire. Ça veut dire qu'il y avait un enfant qui était scolarisé en 4e ou en 5e année, qui était puni dans cette classe. Voilà. Moi, j'ai dit aux adultes qui étaient là, mais comment vous pouvez accepter? Alors voilà, la classe spécifique est une classe où toute l'école pense qu'on peut y être puni. C'est-à-dire, c'est vraiment l'endroit le plus horrible de l'école. Donc, tous les enseignants complices, la direction complice. Et les 2 psychologues dans la classe intégrée étaient aussi complices. Comment? Elle disait, moi je peux rien faire. Mais comment? Il faut protéger ses enfants, il faut protéger cette classe. Voilà. C'est une des choses qui me reste sur le cœur. C'est juste horrible, hein? Oui. En tout cas, merci beaucoup, docteur Ousdir. Avec vous, eh bien, on est complètement confronté en fait à cette réalité, mais c'est important pour changer les choses. Oui, et puis moi, franchement, je compatis énormément avec les parents parce que quand je reçois les parents, je sens de dedans la difficulté qu'ils vivent au quotidien. Déjà, avoir un enfant autiste, c'est complexe, c'est difficile à accepter, mais après, savoir que c'est un parcours du combattant jusqu'au bout. Voilà. Et les solutions, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de quelque chose d'extraordinaire. Il faut simplement qu'on s'attable et qu'on dise, tiens, mais dans le panorama que nous avons ici et maintenant, avec les professionnels qui sont sur place, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des choses qu'on peut faire. On a beaucoup entendu parler d'une structure qui se verrait dédiée aux enfants autistes. Est-ce qu'elle va ouvrir? On n'a rien d'officiel. Est-ce que c'est la solution? Ce n'est certainement pas ça la solution. En fait, les solutions sont multiples. Les solutions sont plurielles pour l'enfant autiste parce qu'ils sont tous différents. Et on parle d'un projet éducatif personnel, c'est-à-dire personnifié et individualisé. Il faut faire des costumes sur mesure pour chaque enfant. Et donc, il y a certains enfants qui sont aptes à aller dans une classe intégrée. Moi, j'ai des enfants que je suis qui sont dans des classes intégrées. Il y a d'autres qui sont dans des classes ordinaires parce que quand ils étaient tout petits, on a mis une AVS, on avait une auxiliaire de vie scolaire à côté de l'enfant. Et il y en a qui ne peuvent surtout pas aller à l'école, qui ne peuvent pas aller parce qu'ils n'ont pas les compétences pour y aller. À ce moment-là, il faut créer des centres où ils peuvent s'épanouir par le jeu, par des apprentissages, par d'autres manières que par le scolaire. Donc il faut créer des solutions diverses et ne pas spécialement aller vers créer un ghetto où on va placer tous les enfants autistes parce qu'il ne faut pas les voir ailleurs. Il y a des projets différents selon les compétences de chaque enfant. Nous avons parlé de solutions avec le docteur Ousdir, pédopsychiatre. Quant à la prise en charge d'enfants autistes en milieu scolaire, eh bien la solution se trouve peut-être du côté de Chiraga, à Alger, avec l'école Tamani de l'association Elif. Suivez-moi. Bonjour Madame Hamada, comment ça va? Vous allez bien? Ça va. Voilà. Toi, ça va? Oui. De retour à l'école Tamani? Alors je me rends avec vous au niveau de l'atelier qui se trouve au niveau de l'école Tamani. Et je suis avec Madame Hamada, la directrice de cette école. Moucha, comme ça va, la baisse? Ça va, alhamdoulilah. Bon, alors là, Yazid, on est à l'atelier. Là, c'est la classe de la formation professionnelle. On est en train de préparer tous les élèves que tu es en train de voir maintenant au travail. Voilà. Alors, il y a ceux qui sont en train de faire de la peinture sur verre. Voilà, comme c'est le cas. Voilà, c'est le cas. Moucha, ça va? Abbas. Où est-ce mec? Ran. Rano. Alors Rano est en train de faire de la peinture sur verre et c'est très joli ma foi ce qu'il est en train de faire. Alors nous avons aussi... Alors où est-ce mec? C'est Nazir.
Nazim. Ça va Nazim? Ça va. ندير هاد الباطا نديرها للصقر ونخدمها. Alors là, ce sont des abaisse langues que Haytham a collé sur une boîte de conserve. Et là, ça va servir comme soit pour des silos, voilà, un porte-silo, un porte-un, pour un bureau, voilà. Alors on avance toujours au niveau de l'atelier. Faire de la peinture. Oui, hein, c'est de la peinture. Alors, لاباس واسمك؟ نهاد Alors نهاد واش راكي ديري؟ نشوف قلوبة، c'est des petits cœurs. ندير سلة Oui. ولي ندير فيهم هذوك On dirait des lacets. راسي باش ندير هادو بواحد ندورهم. Très bien, c'est très joli. Alors Madame Hamada, vous êtes la directrice de l'école Tamani. On a souvent décrit cette école comme étant une école pilote parce que en fait des enfants ayant un handicap donc mental, trisomie et autisme suivent une formation d'un certain niveau parce que nous avons vu les résultats et vous les préparez aussi à l'insertion professionnelle et sociale justement même au-delà des études. c'est ce que tu viens de voir maintenant, Yazid. C'est vrai, le souci majeur des parents, c'est que ces enfants trouvent l'issue. Parce que ne pas penser à leur insertion socio-professionnelle, moi je dirais qu'on n'a rien fait avec ces enfants-là. Donc l'école Tamani, elle prépare les enfants, pas seulement pour les ateliers, nous avons d'autres objectifs tels que la réinsertion aussi dans des écoles ordinaires. Nous avons déjà fait ça avec beaucoup d'élèves qui ont pu réinsérer le circuit ordinaire et voir notre aîné, comme je l'ai dit la dernière fois, je ne sais pas si je l'ai dit à toi, notre aîné il a eu son bac. Il y a d'autres qui ont eu le brevet, il y a d'autres qui sont maintenant, qui ont été l'année passée scolarisés carrément en première année. Donc tu vois, tout ça, l'école Tamani, elle pense à l'épanouissement et elle pense aussi à l'avenir de l'enfant. On n'a jamais décidé pour l'enfant. L'enfant, c'est lui qui nous guide. Celui qui peut rester et continuer au scolaire, on le laissera terminer son scolaire. Celui qui peut sortir de l'école, nous le ferons sortir. Celui qui doit aller vers un métier, nous sommes là pour lui donner le métier. Aussi, nous avons maintenant, on est en train de préparer 15 élèves trisomiques pour aller travailler dans les secrétariats. On s'était rendu compte qu'ils avaient une aptitude énorme pour ce créneau-là. Et aussi, ce qui nous a encouragés, c'est que nous avons pu insérer l'année passée un élève dans un établissement privé. Il a été recruté à plein temps, rémunéré comme quelqu'un d'ordinaire. Il a 22 ans. C'est quelqu'un qui a fait tout son cursus chez nous et qui a maintenant travaille au secrétariat de la direction. Mais là, j'ai encore un autre espoir, c'est que nous avons commencé, il y a 4 années de cela, nous avons commencé à avancer l'âge des élèves dans notre établissement, bien sûr quand il y a de la place. Je précise là, on a commencé à prendre les enfants à partir de l'âge de 3 ans. Tu sais que l'année passée, nous avons eu 3 classes alphabétisées de l'âge de 7 ans et des enfants trisomiques. Donc ça nous encourage pour aller vers les examens tels que la 6e. Pourquoi rester toujours dans le métier manuel? Je t'ai dit, maintenant l'espoir qui m'est donné, c'est de voir les élèves de 3 ans et 4 ans intégrer l'école Tamani et avancer comme des élèves de leur âge. Voilà. Tu vois Yazid, finalement, chaque enfant il a ses potentialités. Il faut seulement savoir l'accompagner et savoir respecter aussi sa difficulté. L'avantage de l'école Tamani, c'est que on n'a pas pris en considération leurs différences. Nous avons pris beaucoup plus leurs capacités et je te prie de me croire. Il a suffi qu'on s'approche d'eux et qu'on les respecte et qu'on respecte leur existence, qu'ils répondent et qu'ils répondent parfaitement bien. Je vais caricaturer, c'est pas placer son enfant pour le caser, c'est réellement de l'accompagner jusqu'à la fin, jusqu'au bout, que ce soit vers l'examen final, mais aussi plus tard vers le travail. En fait, c'est ce que espère chaque parent pour son enfant. Dès le départ, ça a été mon objectif. C'était de ne pas abandonner un enfant en milieu d'accompagnement. Parce que je m'étais toujours posé la question, quand on garde un jeune adulte jusqu'à l'âge de 20 ans et qu'on lui dise « on n'a plus rien à faire avec toi »,
finalement, notre mission n'a pas été finalisée. Hein. C'est la raison pour laquelle, moi, je dis, concernant l'école Tamani, hein, c'est leur donner la chance d'aller jusqu'au bout et de les accompagner jusqu'à les insérer. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Hein. Nous avons des jeunes adultes de 31 ans, mais qui sont ici chez nous, qui travaillent. Il y a ceux qui sont recrutés au secrétariat, il y a ceux qui sont recrutés dans les cuisines, et il y a ceux qui sont à l'atelier. Je pense que l'ouverture doit se faire dans ce sens-là. Je sais que tout le monde souffre du chômage. Moi, j'espère que les élèves de Tamani ne souffriront pas de ce chômage-là. Alors, c'est un déchirement à chaque fois lorsque vous refusez un enfant. Vraiment, et je suis vraiment... Faute de place, hein. Sincèrement, beaucoup de personnes pensent qu'on dit non pour dire non. Je vais te dire, Yazid, si on n'essaie pas aussi de se limiter au nombre, nous n'allons jamais arriver au résultat. Ce sont des enfants fragiles. Ils ont besoin d'un bon accompagnement. Ils ont besoin d'être bien cernés. Parfois, c'est du cas par cas. Absolument. Le programme est individualisé. C'est pas parfois. Pour la plupart, c'est des programmes individualisés. Parce que je ne veux pas qu'un élève dans la classe soit en difficulté, alors que c'est une école qui doit ne pas laisser l'enfant aller en difficulté. Si on veut faire du bon travail, on ne peut pas surcharger les classes. Donc, il n'y a pas de bricolage, on ne bricole pas. Et les élèves ont un programme scolaire. Et il y a des objectifs bien précis et tracés pour ces élèves-là. Sidali, ça va Sidali? Ah, ça va. Ça va Yazid, alhamdoulilah. Ça va, comment va votre bout de chou? Oui, ça va, c'est la 3e année, ça fait 3 ans qu'elle est ici. Bon, ça va. Quant à la rentrée scolaire, enfin, tu sais, je suis un peu... parce que toujours, moi, je pense aux autres. Moi, ma fille, je me dis, c'est le quête. Mais les autres enfants atteints de trisomie 21 qui n'ont pas rejoint leur banc d'école le 4 septembre, ça me fait beaucoup de peine. Ça me fait beaucoup de peine et j'ai versé beaucoup de larmes ce jour-là. J'étais triste, voilà. Ouchake, madame, ça va? La basse, alhamdoulilah. Akema Ouledek, mais votre fils? Oui, c'est mon fils Sami. Ça va, Sami, la baisse? La basse. Alhamdoulilah. Alors Sami est rentré cette année, c'était la rentrée scolaire, c'est sa première année ou... Non, c'est sa 6e année. 6e année ici à l'école Tamani. Oui, c'est ça. Il était impatient de reprendre l'école en septembre? Il était très content, il était très impatient de rentrer. Et ça va, la rentrée s'est bien passée? Oui, ça va. Grosso modo, ça va, ça s'est très bien passé. Vous avez noté un progrès sur son apprentissage dans la vie quotidienne? Oui, bien sûr, beaucoup de progrès. Commence à faire la dictée, le calcul, l'écriture. Il a quel âge? Il a 9 ans. Nice, le mec. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Alors vous êtes en train d'attendre votre enfant parce que tous les parents, vous avez un fils ou une fille? Une fille. Elle s'appelle comment? Céline, Kouchi Céline. Elle est scolarisée ici à l'école Tamani, sa première année, depuis quand? Non, ça fait longtemps, hein. C'est une grande fille maintenant, elle a 17 ans. C'est depuis 2006 qu'elle est là. Elle progresse, vous sentez d'année en année une amélioration? Bien sûr, tout à fait. Tout à fait, elle progresse, elle grandit. Elle grandit et son apprentissage grandit avec elle, certainement. On la voit indépendante, rassurée aussi, prendre de l'âge, vivre sa vie comme étant un enfant ordinaire, comme tout le monde. Vous avez dit qu'elle était rassurée, est-ce que vous l'êtes vous aussi? Énormément. Concernant l'école, énormément. Bien sûr. C'est-à-dire que si votre enfant n'était pas peut-être dans cette école, vous serez peut-être un peu moins rassuré? Exactement. Il y a toujours une peur quelque part. On a toujours peur de l'avenir. C'est toujours un point d'interrogation. Mais c'est-à-dire, oui, elle est là, elle prend sa part dans la vie comme un enfant. Elle a sa scolarité, elle vient le matin, elle fait ses activités. Et on ne voit pas de différence. Hein. Si on la compare avec ses sœurs, on ne voit pas de différence. C'est-à-dire même les différences qu'il y a, c'est par rapport à la personne. Mais sinon... Pas par rapport au handicap, quoi. Non. L'handicap, on l'efface peu à peu avec les années. Peu à peu. Toujours est-il qu'il y a des choses qui sont là, qui ne vont pas disparaître. Mais sinon, on arrive à oublier même l'handicap des fois.
Elle vous le fait oublier? Oui, 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 oui. Quotidiennement, elle prend sur elle dépasse certaines choses, certains barrages comme ça, elle arrive à les dépasser. Elle arrive? Elle arrive. Elle n'est pas trop bavarde comme sa maman. Elle arrive. Très bien, vous allez pouvoir rentrer à la maison. Oui, récupérer ses sœurs et rentrer après. Très bien. Bonne rentrée, voilà. Merci. Et à bientôt. Salut Céline, ça va? Ça va. Tu n'es pas trop fatiguée aujourd'hui? Un peu. Ça va, tu as bien travaillé? Oui. Qu'est-ce que tu as eu comme matière aujourd'hui? التلورة الجغرافيا التربية المدنية والرياضيات. Ouh, Hadaga, donc la Kiaïen Hadaga. Qu'est-ce que tu vas faire à la maison quand tu vas rentrer? نعلم ماما وذكريتي. Elle vous aide à la maison, hein? Énormément. Elle range sa chambre, elle plie, elle repasse, elle fait tout. Très bien. Elle me remplace des fois. Elle vous remplace des fois, rien que ça. Elle me remplace des fois, oui. Allez, je vous dis rentrez bien, je vais pas vous retarder. C'est le mec, au revoir monsieur. À la prochaine. Allez, au revoir. Bye bye. Au revoir. Je vais apprendre à tenir un stylo, écrire des livres le nom des oiseaux. Je vais apprendre à changer les couleurs. Je veux comprendre et tout savoir par cœur. Je vais apprendre à nager sans ceinture.